Non, je règle pas de compte, je m'en fous. En 1988, à la caserne, on nous a réunis en salle d'instruction. On nous a dit: «Voilà les gars, on va vous montrer les effets, du gaz hypérite, alias, le célèbre gaz moutarde, sur une population civile». Accrochez-vous et vous allez comprendre pourquoi on vous donne des équipements de protection. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant, hein, ces images, de femmes, d'enfants, de nourrissons, de vieillards ou même d'hommes, de jeunes hommes, tués par ce truc-là. C'est indescriptible. Et en fait, ça m'a un peu gonflé, en 2002, je crois, quand Colin Powell, hein, le chef d'état-major ou je sais pas quoi, la représentante de l'état-major américain, exhibait une espèce de petite, fiole de, ça devait être quoi? Du safran? C'était quoi qu'il y avait là-dedans? Du sucre vanille pour la cuisine? En disant: «Ouais, ouais, il y a des armes de destruction massive, il faut qu'on fonce en Irak». Et je me suis toujours dit: «C'est pas parce que lui est un con ou que les Américains sont des cons que sur le fond, il y avait pas vraiment des armes de destruction massive planquées en Irak». Et j'ai fait des recherches un peu là, hein, des trucs que n'importe qui peut faire. Et la compilation, quand même, parle d'elle-même. Alors nous, oui, on peut rigoler en Occident en disant oui, les Américains se sont plantés, mais mettez-vous à la place d'un habitant de là-bas, un Irakien moyen, un Kurde. Eux, ils peuvent pas se permettre de plaisanter avec ça, parce que si ça leur tombe sur la gueule, c'est définitif. Et la preuve, les- l'État islamique a utilisé quelques munitions chimiques. Donc c'est que ça devait bien quand même traîner là-dedans. Donc voilà, je vais vous livrer les éléments que j'ai regroupés. Donc voilà, premier document, c'est France 24, un vieux truc de France 24, qui parle précisément donc qui évoque le bombardement d'Al-Abjad plusieurs années après. À chaque fois qu'il entre ici, Loukman Abdulkader revit le même cauchemar. Le 16 mars 1988, il a vu sa famille mourir asphyxiée par les gaz chimiques piégés dans la cave. Cette maison, il n'a jamais voulu la vendre, elle est restée telle qu'elle, comme une maison hantée. Donc pour France 24, c'était à 1 minute la séquence. Ensuite, sur Arte, un documentaire Irak, la frontière interdite, ça concerne les passeurs clandestins qui transbahutent de la camelote entre l'Irak et par contre c'est la frontière iranienne. Alors là par contre c'est à 13 minutes 20. Dans ma génération, on n'a pas pu finir l'école car on devait travailler. On était condamnés. Notre village a été bombardé pendant la guerre contre l'Iran. Notre maison a été détruite 5 ou 6 fois. Donc en fait, avec mon père, on était toujours occupés à la reconstruire. On a dû fuir les attaques chimiques, les bombardements, la guerre civile. Bon, donc il parle bien d'attaques chimiques, hein. Ça concerne donc la zone d'Al-Abja, tout ça, là, hein, au Kurdistan irakien en 88. Là, j'ai une séquence de l'INA sur la chaîne YouTube de l'INA. C'est parlant. L'Irak, condamné 2 fois par les Nations Unies, l'Iran qui pourrait répliquer, l'Éthiopie contre l'Érythrée, peu à peu le tiers-monde prend la tragique relève des grandes puissances, l'arme chimique peut être bon marché, sa prolifération est bien plus incontrôlable que la prolifération nucléaire. Bon, là, voilà, hein, tout est dit. Sa prolifération est incontrôlable. Alors ici, pour pas qu'on m'accuse de prendre que des sources occidentales, regardez. Flash Islam, la page YouTube de Flash Islam. Là, il faut juste lire un peu. L'Iran a eu de très nombreuses difficultés à trouver les armes dont avait besoin le front pour la guerre ouverte contre l'Irak. En contrepartie, les pays occidentaux et l'Union soviétique dotèrent l'Irak de ses besoins militaires des tanks 72 soviétiques
des missiles terre-terre à longue portée, des avions MiG-25 et 27 soviétiques, des avions de combat Mirage 2000 français, des roquettes Igos des avions super-étendards français et des armes chimiques provenant d'Amérique et d'Allemagne. Bon, je n'ai rien trouvé sur l'Amérique, mais j'ai trouvé sur l'Allemagne. Alors là, j'en viens à un article des Échos du 26 mars 91. Donc, en Irak, entre 1982 et 1989, l'Allemagne a par ailleurs vendu à Saddam Hussein des armes et des munitions pour 350 millions de Deutschmark, ainsi que des substances chimiques. Lien en description. Ici, j'ai un article de l'Express apparemment mis en ligne en 2013 qui parle de sociétés françaises, des entreprises françaises mises en cause. Donc j'ai relevé ici le 12 janvier 89 un reportage diffusé sur Antenne 2 cible 3 sociétés françaises, toutes liées à l'industrie française de défense, les seules à l'époque en mesure de produire des armes chimiques. Altex, quel con, ah quel sérieux. Alcetex, le groupe Étienne Lacroix et la Société nationale des poudres et explosifs figurent toutes 3 parmi les agences chimiques de combat dans la nomenclature de l'OTAN. Tiens, l'OTAN. Là, j'ai sur Le Monde Proche-Orient, Ali le chimique, donc qui était le beau-frère de Saddam Hussein, condamné à mort pour la 2e fois, le mec. Donc, c'est pareil, hein, il suffit de lire. Donc, utilisation du gaz sur des civils, plus l'écrasement du soulèvement je crois que c'est en 91, oui, quand la première intervention des Alliés en Irak. Et donc, les troupes de Saddam Hussein s'étaient repliées du Koweït et il y avait des tribus chiites, je crois, qui se sont soulevées. Bon, les mecs se sont fait massacrer. Toujours, donc, lien dans le descriptif. L'édition du soir Armes chimiques, le mardi 8 septembre 2015. Alors, gaz moutarde, donc c'est l'hypérite. Et là, donc voilà, les services secrets allemands affirment détenir la preuve que l'État islamique a utilisé du gaz moutarde lors des combats contre les Kurdes dans le nord de l'Irak. Les soupçons pesaient depuis quelques semaines sur l'organisation terroriste. Bref, après, aux gens de lire l'article. Pour en finir avec les internautes, article de 16 février 2016. Voilà, j'ai relevé le truc ici. Mais bon, faut tout lire, je pense. Comment les djihadistes se sont procurés le gaz? 3 options sont sur la table. La première, ils ont récupéré des stocks irakiens, peu probable, car l'intégralité des stocks a été détruite par les experts au début des années 90. Oui, bien sûr, ils sont super fiables, les experts. Deuxième option, une saisie de stocks en Syrie. Ces derniers sont censés avoir été détruits en 2013. Oui, c'est toujours pareil, donc bon. Et la troisième hypothèse, les djihadistes ont pu fabriquer eux-mêmes l'agent chimique. Alors ça, c'est pas possible, parce que sinon, ils l'auraient déjà fait en France. On aurait été gazé depuis longtemps. Donc voilà, les amis. Ce sont les quelques éléments que j'ai réunis. Je pense que c'est facile pour n'importe qui de compulser un peu, de réfléchir, de recouper. Et alors, une fois de plus, c'est pas pour faire du pro-américanisme, mais je pense qu'il est inutile de faire de l'anti-américanisme. Je pense qu'il y avait réellement des armes chimiques planquées en Irak quelque part, ou alors elles ont franchi la frontière avec l'Iran, mais du matos, il y en avait. Et c'est pas parce que cette tête de con là s'est démerdé comme un manche et que ça a servi de prétexte pour une intervention guerrière que sur le fond c'était faux. Encore une fois, moi je pense aux populations sur place. Je pense pas égoïstement aux armées occidentales. Merci de votre attention.